La justice ivoirienne au banc des accusés, le versant politique sous la rampe de l'actualité, la forte représentation politique met sous le boisseau les autres aspects de la justice. On est même rentré dans une forte judiciarisation médiatique ou, si vous voulez, une médiatisation des affaires juridiques. Justice ivoirienne, mauvais procès contre le temple de Thémis. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs de RTI 1. Débat sans fin, votre modérateur reçoit 4 invités. Monsieur Daniogo Klofana Ngolo, magistrat hors hiérarchie, membre de la Cour suprême, directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur Isiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. William Satebi, vice-président du Front populaire ivoirien, chargé du district 2, Abidjan. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et M. Zoro Bibalo Epiphane, secrétaire national au renforcement des capacités. Il représente ici le Rassemblement des Républicains RDR. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. La justice fait l'objet de procès parce que son fonctionnement divise. Procédure longue et partiale pour certains. Justice efficace et impartiale pour d'autres. Compte rendu, Éric Goré et Rita Koudunion. La République de Côte d'Ivoire repose sur 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est composé des magistrats, des avocats et des auxiliaires de justice. Leur mission est de rendre le droit à chacun et de faire respecter les lois en vigueur. Cependant, force est de constater que le fonctionnement de la justice en Côte d'Ivoire n'est pas connu de tous. Je suis un peu mal placé pour vous parler vraiment de la justice parce que je ne sais pas exactement comment fonctionne le milieu de la justice. Certains documents administratifs sont délivrés par les tribunaux, entre autres le casier judiciaire, le certificat de nationalité et le registre de commerce. Mais les délais ne sont pas toujours respectés selon les usagers. Quand tu viens déposer tes documents, le délai qu'on te donne, ce n'est pas respecté. Voilà, je suis venu déposer un casier judiciaire. On m'a donné 2 jours pour tirer. Je suis arrivé, je n'ai pas reçu le casier. Pour ceux qui ont moins de chance, leurs documents disparaissent sans laisser de traces. Il a fouillé tout à l'heure dans la... Non, il n'a pas fouillé, parce que là où il faut fouiller, là, il ne peut pas trouver le dossier là-bas. Je viens de déposer un papier, j'ai payé les frais. Et figurez-vous que ce papier, il y a des erreurs. Ils ont fait des erreurs sur le papier. Donc j'ai remis le papier pour qu'ils puissent corriger ces erreurs-là. Et je reviens aujourd'hui pour venir prendre mon papier. Il me dit qu'il ne retrouve pas. Outre l'établissement des documents administratifs, les Ivoiriens ont recours à leur appareil judiciaire pour que la loi soit dite. Mais certains se heurtent à plusieurs difficultés et repartent insatisfaits. La MACA, comme je dis, c'est l'univers carcéral le plus en vue en Côte d'Ivoire. Voilà. Là-bas, il y a des personnes qui sont incarcérées injustement. Bon, déjà même, il y a un sujet qui est tapant, on parle de prisonniers politiques. Voilà. Il faudrait que la justice essaie de pencher sur ce côté-là pour qu'il y ait moins d'opinion sur ce sujet-là. Si aujourd'hui le justiciable parle de prisonniers politiques, c'est parce qu'il y a plusieurs faits qui militent en cette faveur-là. Donc la justice doit s'auto-saisir pour prendre des décisions fiables afin que le justiciable soit vraiment rassuré de sa justice. Ce qui emmène des personnes à ne pas croire en la justice de leur pays. La justice ivoirienne est corrompue. Je suis convaincu que tout comme toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien, qui travaillent, qui sont à quelque niveau que ce soit, parmi eux, il y a des corrompus. Certains même vont plus loin et évoquent les mauvaises conditions de travail des hommes de loi. Les conditions de travail des juges ne sont pas adéquates. Il faut améliorer le cadre de travail et leur permettre d'avoir les moyens nécessaires pour mener les enquêtes. Cependant, une partie de la population est satisfaite par la prestation de la justice. Pour moi, la justice ivoirienne, il n'y a pas de souci. À mon niveau, en tout cas, tous les problèmes que j'ai eus, lorsque j'ai été voir un juge ou bien un homme de droit, je pense que justice m'a été faite. Je suis fier de la justice ivoirienne. Il y a un gars qui a convoqué mon grand frère. Il a accusé à tant qu'il a volé ses traits. Donc il est mis à la PJ. Il a fait près d'une semaine là-bas. Donc c'est aujourd'hui qui était le jugement à la justice. Donc nous on est venus, bon, on a eu peur. Vraiment la justice a fait son travail. Les gars ils comptaient sur ses relations. Nous on n'a pas de relations. Nous c'est Dieu.
Ces avis peuvent alors ouvrir une brèche à d'autres pensées. Comme un philosophe, ce dernier a sa vision des choses. Il va au-delà de la justice humaine et affirme. Pour moi, c'est Dieu qui est le vrai juge. Dans la Bible, c'est écrit qu'il ne faut pas juger l'être humain. Mais je ne sais pas pourquoi nous les humains, on juge entre nous les êtres. C'est ça le véritable problème. Malgré tout, la justice ivoirienne accomplit son devoir régalien. Plusieurs réformes sont prévues dans le secteur pour le rendre plus performant, afin d'améliorer son service au profit des justiciables. M. Atebi Williams, les virulentes attaques contre la justice ivoirienne sont-elles justifiées? Mais elles sont justifiées. Elles sont justifiées. Ce sont des faits prouvés, démontrés qui expliquent beaucoup de ces attaques. Je dois dire que pour apprécier la justice, il faut le faire d'un double point de vue. Il faut le faire d'abord au niveau des tests qui la régissent et puis au niveau de la pratique qui a cours. Vous ne pouvez pas apprécier l'un sans l'autre, sinon vous avez forcément une vue étriquée de la réalité qu'est la justice. Et en Côte d'Ivoire, sous l'empire du régime actuel, sous l'empire du régime du RDR, je crois que la justice a été vidée de son contenu. Nous n'avons pas une justice en réalité au sens d'un service public à la disposition des Ivoiriens dans les mêmes termes. Nous avons une justice qui a été réduite au stade de bras séculier du pouvoir en place, une justice caporalisée, instrumentalisée, dont les acteurs sont humiliés souvent, je parle des magistrats, et qui est caractérisée par quelque chose qui, en dépit de la gravité de la chose, est devenu presque banal, c'est l'impunité. Nous vivons une justice qui a consacré le règne, qui consacre le règne de l'impunité. Et l'explication se trouve d'abord, comme je l'ai dit, dans les tests. Et je vais juste, comme on est au début de cet échange, il y a des magistrats qui sont là et j'en suis très heureux. Je vais revenir juste à 2 ou 3 choses. Allez-y. Vous savez, pour que le système judiciaire fonctionne bien, on a réparti les juges en 2 grandes catégories. Il y a les magistrats du siège, ce sont eux qui rendent les décisions. Et puis il y a les magistrats du parquet, qui sont comme une espèce de prolongement du pouvoir exécutif. Les 2 sont séparés. Ils ne sont pas entourés par les mêmes dispositions. Les magistrats du siège, comme ce sont eux qui rendent les décisions, pour qu'ils puissent rendre les décisions en toute impartialité, être libres, n'avoir à rendre les décisions que sur le fondement de la loi, en leur âme et conscience, ils bénéficient d'un certain nombre de garanties que leur offrent en général les tests du pays. Il s'agit par exemple du principe de l'inamovibilité des juges du siège, qui veut dire qu'aucun juge du siège ne peut être affecté, même en avancement, sans son autorisation. Dès l'instant que le juge sait que, quelle que soit la façon de tenir la justice, il ne risque pas d'être muté, d'être affecté, d'être rétrogradé, il est plus libre de rendre la décision. Ce principe a disparu avec la nouvelle Constitution. Dans l'article 140 de la nouvelle Constitution, il est écrit « Les magistrats du siège bénéficient du principe de la mobilité, sauf pour raison de service. » Or, qui est, j'allais dire, celui qui apprécie la raison de service? Mais c'est l'autorité du tutelle. Dans la Constitution, avant celle qui était là, l'article 130 disait les magistrats du siège bénéficient du principe de l'inamovibilité du siège, de l'inamovibilité. On m'a dit de faire très attention. J'ai parlé doucement. Les magistrats du siège bénéficient du principe de l'inamovibilité. Oui, de l'inamovibilité. Ça veut donc dire que les magistrats du siège peuvent être à point. Il n'y avait rien d'autre. C'est ce que disait l'article 130 de l'ancienne Constitution. La nouvelle Constitution écrite par le professeur Ouédraogo Obou et puis ses camarades experts, sous la dictée du chef de l'État, c'est ce que Ouédraogo Obou même a dit que les magistrats du siège bénéficient de l'inamovibilité, mais en cas de nécessaire service, ils peuvent être affectés sans leur auto. C'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, cette protection a disparu. Et comme cette protection a disparu, il n'y a plus fondamentalement de différence entre un magistrat du siège et du parquet. Alors qu'on sait que le parquet est le représentant du pouvoir exécutif dans le système judiciaire. Un magistrat du siège, n'est pas sous l'autorité du ministre de la Justice, pas du tout. Ce n'est pas le cas pour le procureur de la République et ses principaux substituts. Donc, le régime actuel a d'abord mis en place les tests pour affaiblir la justice, pour la rendre dépendante et pour faire en sorte que les magistrats se sentent suffisamment précarisés, suffisamment affaiblis pour constituer, j'allais dire, une espèce de rempart contre les tentatives de l'avoir brimé, de l'avoir caporalisé. Et ça ne manque pas. Au cours de cet échange, je vais prouver que le RDR a mis en place un système pour vider notre justice de son contenu. De la même façon que ce régime a détruit l'armée, ce régime a détruit la justice. Et il faut que ça s'arrête. Des magistrats aujourd'hui vivent un martyre effroyable
parce qu'ils sont affectés. Dès l'instant qu'ils rendent des décisions qui ne correspondent pas aux désidérata du régime en place, ils sont affectés. Des magistrats sont radiés dans des conditions scandaleuses. Et je m'étonne que des magistrats ne puissent même pas avoir un haut le cœur pour s'attendrir sur le sort de leurs camarades. Aujourd'hui, j'ai lu une très longue interview d'un magistrat qui a même décidé de porter plainte contre la justice ivoirienne de son propre pays. Il s'agit de Grand Ange Olivier, que les deux magistrats en face de moi connaissent, qui est à New York présentement, et qui estime, en l'expliquant avec suffisamment de détails, que la justice n'a jamais été un souci pour le pouvoir en place. Mieux, c'est tout au plus un instrument. Et je pense que, ainsi que je l'ai dit, nous sommes à une émission pratique, et j'espère qu'on va parler argument sur argument, parce que l'état de la justice actuelle est un véritable scandale. Et avec cette justice-là, on constate que la Côte d'Ivoire a cessé d'être un état de droit. Alors, M. Issaka Diaby, vous êtes président du collectif des victimes depuis 2001, je crois. Vous avez eu plusieurs fois des contacts. Apparemment, vous n'avez jamais été satisfait. Effectivement, nous constatons à notre niveau qu'au niveau de la justice traditionnelle, notre appareil judiciaire est frappé par ces mots qui minent toutes les structures étatiques, les déficits de gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Nous concernant les crimes de masse dont nous sommes les victimes, nous constatons effectivement qu'en la matière, en Côte d'Ivoire, la justice n'a jamais existé. Depuis Houphouët-Boigny, en passant par le gouvernement Bédié, et le pire, c'est sous la gouvernance Laurent Gbagbo, que nous avons senti effectivement que la justice a été le plus caporalisée. Sous la gouvernance Laurent Gbagbo, effectivement, les juges ont été bastonnés en 2004 par la FECI pour avoir rendu une décision. Et c'est grave. Et nous notons aussi et rappelons que la promotion des auteurs de crimes et de l'impunité a favorisé la commission des crimes les plus graves en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après la crise post-électorale, la justice transitionnelle a été mise en place. Deux outils, la Cour pénale internationale et la Cour pénale ivoirienne, sont rentrés en action. Ces deux institutions de justice, non seulement après la crise post-électorale, ont besoin de grandir, mais elles ne peuvent pas grandir sans la participation de tous. C'est vrai qu'il faut faire un procès à la justice, mais chacun a son rôle à jouer pour que cette justice puisse aller de l'avant, pour le bien-être de la société ivoirienne. Alors, monsieur, je vais me tourner vers vous. Votre parti a une vision. Il a même organisé plusieurs forats pour corriger les imperfections. En dépit des réformes, les populations semblent insatisfaites. Oui, la vision de la justice que nous portons est liée à la vision globale que nous avons pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est d'instaurer un État de droit. Parce que notre propre histoire, l'histoire du RDR, est née d'un déni de droit lié à des harcèlements judiciaires, mais également c'est l'histoire, le parcours du RDR est rempli d'un chemin, ça a été un long chemin de la lutte contre l'impunité. C'est vrai que M. Atebi le disait tout à l'heure, nous sommes quelque peu surpris de ses propos lorsqu'il parle de la brimade des magistrats sous le régime Ouattara, lorsqu'il parle d'une constitution dictée par l'exécutif. Le processus d'élaboration de la constitution a été un processus participatif, initié par l'exécutif comme la Constitution le requiert, et ensuite adopté par l'Assemblée nationale et passé, donc consacré par un vote référendaire de la population ivoirienne, qui a donc adopté cette loi fondamentale. Donc c'est une loi qui fait partie donc de notre dispositif démocratique institutionnel. Donc ce n'est pas une constitution dictée, c'est une constitution adoptée par le peuple de Côte d'Ivoire en toute souveraineté.
Je disais que l'histoire du RDR est jalonnée d'actes constitutifs de crimes graves, où la justice s'est entièrement dérobée. Nous nous rappelons, l'histoire est assez récente. Nous nous souvenons des années 2000, de 2002 jusqu'à 2010. Nous allons simplement citer un certain nombre de cas concrets. Nous nous souvenons en octobre 2000, lorsque les manifestants du RDR sont sortis et ont marché contre le résultat des élections et ont marché contre l'attitude du Front populaire ivoirien en son temps. Nous avons enregistré des situations de massacre, nous avons enregistré des situations de viol, et à l'époque, lorsque nous nous occupions encore des questions des victimes, nous avons encore ces témoignages de femmes qui ont été violées. Elles ont été violées, elles ont été traduites en justice, et tenez-vous bien, c'est la victime qui se retrouve à la place du bourreau. Elles ont été traduites en victimes pour trouble à l'ordre public, alors qu'elles sont les victimes de viol, et elles ont été condamnées. Donc on a été dans une situation réelle de déni de justice. Et ce déni de justice a été, j'allais dire, a été encouragé par l'une des plus hautes autorités de l'État, je pense notamment à la première dame à l'époque, qui était interpellée là-dessus, sur le fait que les victimes de violations graves des droits de l'homme ne reçoivent pas protection, spécialement des victimes de viol, des femmes violées. Et qu'est-ce que cette autorité répond? Il appartenait juste à ces dames de ne pas se retrouver à l'endroit où elles étaient. M. Isiaka a parlé tout à l'heure des magistrats qui ont été bastonnés. Nous l'avons vu. Nous avons également vu des populations avec des leaders politiques aller s'attaquer à des violons de police pour extraire des personnes, des citoyens gardés en vue en défiance totale à la loi. Donc, nous sortons d'une situation où, effectivement, l'institution judiciaire était sinistrée. Et donc, des efforts sont en train d'être faits, des efforts ont été faits. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure par rapport à tout l'engagement que nous avons pris dans le programme de gouvernement. C'est au regard donc de la situation, l'état de la justice, que le programme de gouvernement du RDR, porté aujourd'hui par le RHDP, a mis l'institution judiciaire, le fondement de l'état de droit, au cœur de ses actions. Parce que c'est l'état de droit qui rassure, c'est la justice qui rassure, et c'est par l'état de droit que nous pouvons atteindre le développement. Et lorsque nous voyons aujourd'hui comment ce pays inspire la confiance des partenaires extérieurs, comment la sécurité est venue, comment la liberté de circulation est venue, comment aujourd'hui nos frères qui étaient en exil peuvent entrer, circuler librement, c'est parce que la sérénité est revenue. Et qui garantit cette sérénité? C'est les institutions de sécurité et les institutions de justice. Alors, M. Danjogon, vous êtes magistrat, je l'ai dit, magistrat hors hiérarchie. Est-ce qu'une seule fois dans votre carrière d'une trentaine d'années, si je ne m'abuse, un politique vous a dicté une décision de justice? Avant de répondre, voilà. Merci beaucoup, M. Angwa, Victorien. Je suis très clair. Voilà, vous avez raison, je totalise au moins 30 ans de service. Donc, j'ai travaillé sous le président Houphouët-Boigny, j'ai travaillé sous le président Henri Konan Bédié, j'ai travaillé au temps du général Guéhi, j'ai travaillé au temps du président Gbagbo et je travaille au temps du président Alassane Ouattara. Et à l'issue de ces années d'expérience, j'ai occupé vraiment des fonctions importantes au niveau de la justice. Et j'ai traité la plupart des gros dossiers de la République de Côte d'Ivoire. Et je peux vous certifier... Vous pouvez en parler, hein? Je peux vous certifier que je n'ai jamais reçu un coup de fil de la part de qui que ce soit pour me dicter une décision de justice. Ce ne serait même pas possible. Parce que tout le monde connaît le fonctionnement de la justice.
Et tout le monde connaît les acteurs de la justice. Il ne peut pas arriver à quelqu'un de prendre son téléphone pour dire « Monsieur, rendez la décision dans tel sens ». Ce serait une méconnaissance du fonctionnement même de la justice. Parce que la justice obéit à des règles. Et la mise en œuvre de ces règles ne permet pas de procéder comme vous le pensez. Quand vous regardez comment la justice fonctionne, la justice, il y a la matière pénale, il y a la matière civile, il y a la matière administrative. Donc, quand on est en matière civile, c'est de la justice privée purement et simplement. C'est deux personnes qui s'invitent au palais de justice pour que leur litige soit tranché. Donc l'affaire ne concerne que ces deux personnes, ces deux parties au procès. Le juge même n'appelle personne en matière civile. Ce sont les personnes elles-mêmes qui s'invitent au palais de justice par les moyens prévus par la loi. Ensuite, nous avons le côté pénal, où le procureur de la République entre en ligne de compte, parce que le côté pénal touche les libertés. Et dans ces conditions, le garant de la liberté doit être au four et au moulin. Et dans ces conditions, c'est le procureur de la République qui invite à comparaître devant la justice si quelqu'un a commis une infraction, bien entendu. Mais si vous n'avez pas commis d'infraction, croyez-moi, la justice, vous pouvez aller narguer les juges, personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour répondre très précisément à votre question, il n'est même pas arrivé qu'au cours de ma carrière, quelqu'un, un politique m'appelle pour dire « rendez des décisions dans tel sens ». Même si c'est un politique qui est en cause. Ça ne m'est pas arrivé. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois, quand la justice rend une décision, à la limite, le sentiment général qu'on a, on dit « mais le gars, en principe, il a raison, mais là, on lui a donné tort ». Vous savez, ce qui est dommage, enfin, ce qui est regrettable, c'est la méconnaissance même de la justice. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit là. Oui, c'est la méconnaissance de la justice. C'est pourquoi je salue votre initiative de nous inviter sur ce plateau pour que nous puissions un peu parler de la justice. Même si le thème est un peu provocateur en ce qui me concerne, parce que... C'est à dessein. Oui, d'accord, la justice au banc des accusés, bon, vous voyez, mais il faut noter la méconnaissance du plus grand nombre de nos compatriotes de leur justice. Alors, quand vous voyez, vous pouvez avoir raison et perdre le procès. Mais pourquoi? Pas du fait du juge. Quand on doit assigner quelqu'un, il y a des règles. Alors, si vous allez voir, par exemple, en matière civile, vous allez voir un huissier de justice. L'huissier de justice doit obéir, doit respecter un certain nombre de formalismes. Alors, s'il ne respecte pas le formalisme, bien que vous ayez raison, vous perdrez votre procès. Alors, je prends un exemple. M. Atebi écrit au profit de M. Diaby, je reconnais vous devoir la somme de 1000 francs. Je m'engage à payer cette somme tel jour. Le jour arrive, M. Atebi ne s'exécute pas. M. Diaby fait le pied de grue devant sa porte, il ne s'exécute pas. Alors, qu'est-ce qui se fait? M. Diaby se présente au commissariat de police et puis porte plainte contre M. Atebi. Mais c'est une action qui est vouée à l'échec parce qu'il s'agit d'une affaire purement civile qui ne peut donner lieu à aucune plainte au pénal. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Quand vous regardez cela, quand une telle personne qui est sûre de son droit, il sait que M. Atebi lui doit 1000 francs. Il va voir le commissaire de police. Le commissaire de police devrait même leur dire, attention, M. Diaby, allez-y voir un huissier de justice pour assigner M. Atebi devant le tribunal pour que vous puissiez être payé. Mais lui fait un procès verbal, il transmet le procès verbal au procureur de la République. Le procureur de la République, quand il lit ce procès verbal, il sait qu'il n'y a aucune infraction à la loi pénale. Qu'est-ce qu'il fait? Il classe sans suite. Mais notre compatriote qui ne connaît pas les procédures, au vu de, il dit, mais il ne peut pas concevoir qu'on classe son affaire sans suite, alors qu'il a raison, il a la reconnaissance des dettes qu'il tient en main. Voyez, M. Angwa, et la plupart des plaintes, c'est de cette nature. À supposer même qu'il ait eu recours à un huissier de juge, il a dit tantôt. Mais l'huissier, il doit connaître les règles. Il y a des délais qu'il faut observer. Et lorsque les délais ne sont pas respectés, le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il constate
que les délais n'ont pas été respectés, donc il va tirer des conséquences, il rend une décision. L'autre, il n'est pas satisfait. Il dit, mais ce n'est pas possible. On dit que ma procédure est irrécevable, alors que toutes les pièces y sont. C'est le lot quotidien. À la direction des affaires civiles et pénales, vous allez voir, il y a des lots de courriers comme ça, et quand vous dites que, vous voyez que c'est la méconnaissance pure et simple. Donc ce qui est important, c'est que nous soyons curieux, que nous cherchions à connaître la justice. Parce que nous sommes disposés à expliquer au peuple de Côte d'Ivoire comment user de sa justice. Parce que la justice est la chose du peuple. Mais quand vous ne connaissez pas votre chose, vous ne pouvez pas en user de manière profitable. Voilà. Donc c'est ça qui c'est une grande partie des griefs. Et puis, vous savez, un procès, comme l'a dit M. Atebi, c'est argument contre argument. Voilà. Et si vous avez certaines choses à votre disposition et que vous n'êtes pas juriste, vous voulez vous défendre, M. Angwa, c'est difficile. Parce que le droit, c'est une affaire de technicien. On ne peut pas l'inventer. Bien que moi, j'ai 30 années de service, lorsque je vais examiner une affaire, je sors le code soit de procédure civile, le code de procédure pénale, le code civil, le code pénal, etc., etc. Le code de commerce. Je sors, je regarde chaque fois les mêmes textes, parce qu'on n'est jamais sûr de rien en droit. Pas qu'il y ait de la tricherie, mais l'humilité de la connaissance exige cela de nous tous. À plus forte raison, celui qui n'a pas fait d'études de droit. Dans ces conditions, il faut recourir à un avocat, à quelqu'un qui connaît son travail et de conseiller. Mais chacun se jette à l'eau. Ou bien, on va voir un squatteur quelque part. On dit non, il a fait des études de droit. Il écrit quelque chose pour lui donner. En fait, il le perd en réalité. Donc, quand le juge regarde, le juge n'a pas la possibilité de conseiller quelqu'un. Par juge, il n'a pas le droit de suivre, d'aider quelqu'un. Quand vous dites non, votre procédure, vous ne devez pas écrire comme ça, vous avez aidé cette personne. Et quand vous les aidez cette personne, c'est au détriment de son adversaire, ce qui est interdit au juge. Donc il prend le dossier en l'état, bien que ce soit mal présenté, il en tire les conséquences, même si dans son fort intérieur, il n'est pas satisfait. Parce que c'est que celui qui est en face ne sait pas quoi faire. Vous voyez, M. Angwa, c'est ça la réalité. Et donc, je salue votre initiative pour nous permettre d'expliquer un certain nombre de choses. Alors, les populations n'ont-elles pas le droit de rechercher à travers leur justice les auteurs, les instigateurs et les commanditaires des actes répréhensibles? Oui, mais c'est leur droit. Et le ministère public est là pour ça. Pourquoi il y a un procureur général? Pourquoi il y a un procureur de la République? Pourquoi il y a des substituts de procureur de la République? Pourquoi il y a des commandants de brigade? Pourquoi il y a des commissaires de police, des commissariats de police? C'est ça le rôle. Quand un citoyen estime qu'il a été victime de la violation de son droit au plan pénal, il a le droit soit de s'adresser à un commissariat de police, à un commissaire de police, à un officier de police judiciaire, que ce soit un policier ou bien un gendarme, au sens officier du terme, ou bien il s'adresse au procureur de la République. Il peut le faire par écrit, comme il peut le faire oralement. Lorsque il dépose sa plainte au commissariat de police, il est entendu et la procédure est transmise au procureur. Et dès que la plainte est déposée au commissariat de police, le commissaire a le devoir de rendre compte au procureur de la République. Et le procureur de la République lui dicte la conduite à tenir concernant l'enquête de cette affaire. De telle sorte que, avant que la procédure ne lui arrive, il sait déjà ce qui se passe. D'accord. M. Atebi, dites-moi, l'État n'a-t-il pas l'obligation d'identifier ceux que je citais tantôt, les instigateurs, les commanditaires d'actes répréhensibles, de les arrêter et de les déférer devant la justice? C'est une obligation qui va de soi et qui procède même de la nature de l'État, parce que c'est à l'État, dans la société, c'est à l'État qu'on a donné le pouvoir de coercition. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir, le droit, de contraindre par la force quelqu'un à faire quelque chose ou à ne pas le faire. Et c'est pour cela, justement, que la justice est, parce que c'est l'instrument dont l'État se sert. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses dans cet échange-là. Il y a la justice de tous les jours. Quelqu'un vous a provoqué, vous allez dans un commissariat,
Ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Ah non. Ah non, non, non. Nous sommes venus parler de la justice dans son entièreté. Oui, dans son entièreté. J'en viens. Voilà. Ça, je veux dire, ça, c'est le... Donc, on est dans le chapitre administration et fonctionnement. Et j'en viens, justement. Oui. Sur l'administration et le fonctionnement, je vais en venir. Et quand je dis que la justice est sinistrée, moi, je suis surpris que des magistrats ne disent pas, mais ben voilà quelqu'un qui plaide notre cause. Parce que, vous savez, vous prenez votre voiture, vous allez vers Angry. Vous allez arriver au Carrefour après, comment on appelle, le café de Versailles d'Alpha Blondy. Bon, nos rues on n'a pas d'adressage. Hein. Puis il y a un Carrefour, vous devez le connaître, il y a le bâtiment du CNP, Conseil national de la presse. Vous regardez ce bâtiment-là. Quand vous le regardez, vous vous tournez, vous regardez à quelque part, même pas à 3 minutes de marche, le bâtiment qui abrite, j'allais dire la villa qui abrite la chambre administrative de la Cour suprême. Vous regardez les deux bâtiments. Mais vous avez plus envie d'être journaliste que d'être magistrat. Vous savez que la Cour suprême, la chambre administrative, a été virée de ses locaux au plateau parce qu'elle n'arrive pas à payer les loyers. Ça, c'est les magistrats qui le disent. Preuve à l'appui. Donc, je veux dire, ça, c'est dramatique, mais ça ne l'est pas par rapport à notre chapitre. Et ce que je tenais à dire en répondant un peu à M. Zorou, que je découvre heureux, en tout cas, merci pour le débat, je l'avais découvert heureux d'ailleurs, l'expert indépendant de la CPI dans le bureau du procureur. C'était bien aller droit au but. On n'a pas assez de temps. J'ai une démonstration je vais être obligé de vous priver de parole. Non, j'ai une démonstration à faire. Je vais la faire. Répondez à la question. Voilà. Oui. Donc, je suis heureux de le retrouver, monsieur l'expert indépendant. Et je dis, quand on parle de la justice, on parle de l'indépendance de la justice. Il y a des critères objectifs par lesquels on a... Quels sont ces critères? Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Premièrement, et je suis heureux que ce soit devant des magistrats, on examine par exemple combien de fois les juges d'instruction suivent ou non les réquisitions du parquet quand ils instruisent une affaire. Parce que le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge, vous savez. Même si tout le monde n'est pas juriste, ça je pense que tout le monde le comprend. Et donc, il n'est pas sous l'autorité du procureur de la République, vous comprenez? Mais quand dans un pays, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même des rapports des Nations Unies, quand dans un pays, on se rend compte que chaque fois, pour un type de procès, quand le procès met en cause des hommes politiques, des responsables politiques, le juge d'instruction suit automatiquement les réquisitions du procureur qui, lui, est sous l'autorité du ministère de la Justice, forcément, on se pose des questions. Deuxièmement, je ne veux pas revenir ici, Mme Gbagbo est une personne exceptionnelle, je ne veux pas revenir ici, Mme Gbagbo a dit ça et ça. Allez-y, droit au but. Je dis et je répète à mes amis, à mes contactés magistrats, dès l'instant qu'on vous prive du principe de l'inamovibilité des juges du siège, on affaiblit la justice. Reconnaissez-le, chers amis. C'est le cas dans la nouvelle constitution, ça a été gommé. Quand vous écrivez que les juges du siège bénéficient de l'inamovibilité, sauf pour les cas de service, c'est une façon de vider ce principe son contenu et ça les affaiblit. Ce n'était pas le cas dans l'ancienne constitution. C'est un principe. L'ONU a sorti un rapport pour dire que le principe de l'inamovibilité n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Je continue pour dire, la constitution, ce n'est pas moi qui dis qu'elle a été dictée. Hein. Le FPI a été reçu par les experts avec à leur tête M. Ouraga Ogbou, le procès Ouraga Ogbou. Quand le FPI, d'abord, je dis au juge Zorou Balo, ce n'est pas la procédure démocratique de la Constitution. Non, je vais être obligé de vous couper. Mais enfin, il parle de procédure de Constitution. Est-ce que je peux continuer? Non. Vous répondez à la question. Non, vous répondez à la question que je vous ai posée. Vous étiez en train de citer des exemples, mais alors je sens que vous êtes en train de sortir complètement. Non, je ne sens pas. La Constitution a été... On ne parle pas de la Constitution ivoirienne ici. Il a cité, s'il vous plaît. qu'elle n'est pas dictée. Sauf votre respect, vraiment répondez à la question. Allez-y. On laisse tomber. Oui. Je dis qu'elle n'est pas indépendante, la justice. Et je dis que les magistrats subissent un véritable martyre. Je vais vous prendre 3 cas. Non, ça vous avez déjà donné des exemples. Non, je n'ai pas donné les cas. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas donné les cas. Non, s'il vous plaît. Non. Allez-y rapidement. Je vais y aller. Allez-y rapidement. Le juge Paromélé, substitut général près du parquet général à Daloa. Le juge Paromélé, à une réunion avec le garde des Sceaux de la justice, il a eu le tort de dire à son ministre, monsieur le ministre, il y a quand même les victimes de Diokwe, de Guitrizon, d'Aibri. Enfin, il n'y a jamais eu quelque chose pour eux. Est-ce que la justice ne peut pas faire pour eux? Le juge Paromélé a été radié de la justice, juste pour ça, par le président de la République. Il a eu un décret de radiation, et aujourd'hui il est en exil. Madame Etia
C'est la magistrate, s'il vous plaît, M. Angwa. Non, allez-y. Madame Etia. Donnez les 2 exemples. Et puis, non, il y en a 3. Oui, vous avez donné un exemple, il reste 2. Oui. Qui a jugé les gendarmes qu'on avait accusés d'avoir bombardé, je ne sais pas, un marché à Bobo, et qui a estimé, au vu des éléments du dossier, que la preuve n'était pas et qu'il les a acquittés. Automatiquement, elle a été affectée à Bouaké. Le magistrat affecté à Bouaké, elle est revenue à Abidjan. Je crois que là, maintenant, elle doit être à la cour d'appel de commerce. Allez-y, le dernier exemple. Le dernier exemple, le juge Bouaki, magistrat. C'est lui qui a jugé Mme Gbagbo pour son 2e procès. Elle était accusée de crimes contre l'humanité, de génocide. Enfin, on nous accuse tout ça de toute façon. Hein. Le juge Bouaki a Bouaké aujourd'hui. Il a été affecté, magistrat du siège. Dès qu'il a quitté Mme Gbagbo pour son 2e procès, il a été acquitté. Si un juge qui rend une décision chaque fois qui ne va pas dans le sens de ce que souhaite le pouvoir est affectée, mais ça veut dire qu'elle n'est pas indépendante. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, elle n'est pas indépendante. Je sens que vous voulez réagir. Je vais revenir à vous. Réaction, vous qui êtes là-bas, rapidement. Je vous remercie de me donner la parole. Je suis magistrat, je l'assume. Le principe de l'indépendance, d'abord dont M. Atipi parle. L'indépendance, ce n'est pas des textes qui décrètent l'indépendance du juge. Qui l'organise. Les textes l'organisent. Mais l'indépendance, ça ne se décrète pas. C'est le juge lui-même, de par son comportement, sa manière de faire. Quand il rend une décision, c'est là qu'il prouve qu'il est indépendant. Vous allez donner par n'importe quel texte au juge qu'il dit à n'importe quel juge qu'il est indépendant par les textes. Si lui-même, dans son âme, il n'est pas indépendant, vous allez avoir ce que vous voulez. Les cas dont vous parlez, je suis un acteur bien placé. Madame Etia, elle a été élevée magistrat hors hiérarchie. Vous pouvez vous renseigner. Peut-être que vous ne le savez pas. Oui, donc, est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un? Ça, ce n'est pas une sanction, cher David. Vraiment, allez-y. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quelqu'un que vous pensez avoir sanctionné, qui a été élevé hors hiérarchie, qui est vraiment le souhait de tout magistrat, je pense que si c'est une sanction, il va applaudir, la personne va applaudir. Et je peux vous dire que Mme Etia, si vous lui posez la question, elle va vous dire qu'elle n'a jamais fait l'objet de quelque sanction que ce soit. Bien. Je suis très bien placé pour le dire. En ce qui concerne le cas de M. Bouaki, je suis surpris qu'ils le disent que c'est M. Bouaki qui a acquitté Mme Gbagbo. Moi, je ne le savais pas. J'ai cru que c'était à la cour d'assises. Il a présidé. C'est une façon de parler. S'il vous plaît, laissez maître parler. Non, mais laissez-le terminer. Quand vous parlez et vous écoutez, laissez-le terminer. Religieusement. Donc, je vous prie de bien vouloir me renvoyer la balle. Je vous écoute. Allez-y, maître. Je ne savais pas que M. Bouaki avait acquitté Mme Gbagbo. C'est vous qui me l'apprenez ce soir. Pour moi, c'est un collège composé de 3 juges et de 6 jurés qui a jugé Mme Gbagbo, la cour d'assises. Vous êtes juriste, je vous connais très bien. Oui, donc vous savez très bien que la cour d'assises ne se résume pas à une personne. Dans l'organisation de la cour d'assises, il est même interdit au président des assises de donner quelque orientation que ce soit. Donc si vous me dites que c'est lui qui a acquitté Mme Gbagbo, là, je suis ahuri. Ça veut dire qu'il aura manqué gravement à son serment de magistrat. Mais je suis sûr qu'il ne raisonne pas comme vous le faites. Vous avez l'exemple sur l'autre encore? Oui, l'exemple sur M. Pa Omele. M. Pa Omele n'était pas juge, je vous le rappelle. Il était... Non. Attention, vous avez fait la distinction entre le juge... général, mais écoutez, non, vous avez dit le juge... Vous avez dit... S'il vous plaît, j'ai dit, il est substitut général donc, de la cour d'appel. Magistrat au parquet. Oui, il n'est pas... Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le statut de la magistrature. Il y a des faits que le magistrat ne doit pas faire. Il y a des choses que le magistrat ne doit pas faire. Je ne suis pas venu pour parler spécifiquement d'une personne. Mais croyez-moi, si vous regardez le dossier de ce monsieur, vous allez vous demander si réellement il est venu à la magistrature ou bien c'est un autre métier. Je sais de quoi je parle, croyez-moi, monsieur. Je vais vous dire une chose. S'agissant des problèmes de texte dont il parle, l'affectation de magistrats, ça a toujours été pour cause des nécessités de service.
depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Si vous prenez n'importe quel décret d'affectation, vous allez voir, vu les nécessités du service. C'est donc même à bon droit que la Constitution consacre ce que la magistrature a l'habitude de faire. Lorsque vous voulez affecter des magistrats du parquet, le garde des Sceaux a le droit de les affecter comme il le veut, compte tenu de leur statut. Mais en ce qui concerne les magistrats du siège, il y a le Conseil supérieur qui intervient. Le garde des Sceaux soumet son projet d'affectation au Conseil supérieur. Le Conseil supérieur désigne des rapporteurs. Et les rapporteurs invitent individuellement chaque magistrat du siège à se prononcer sur leur affectation, leur acceptation de partir ou de ne pas partir. Personne ne peut le nier. Et si le magistrat donne son accord, c'est ainsi que le Conseil supérieur dit OK. Et maintenant, envoie le procès verbal au garde des Sceaux, et le garde des Sceaux prépare le projet de décret d'affectation. C'est comme ça. Merci, donc, personne ne peut se lever pour dire qu'il a été affecté contre son gré. S'il dit « je ne bouge pas », si les magistrats du juge, il reste. Allez-y. Je crois qu'il y a un certain nombre de confusions qu'il faut corriger. Monsieur le directeur des affaires civiles et pénales a su justement relever, parce qu'il y a une confusion entre le magistrat du parquet de Bouaké dont vous avez fait cas, en l'appelant, le taxant de juge, et le fait qu'il ait reçu des sanctions au niveau de la magistrature pour des éléments dans lesquels, pour des raisons, vous avez parlé de juge, en parlant d'un magistrat du parquet qui ne bénéficie pas de la même protection. Lorsque nous parlons de l'indépendance de la justice, nous parlons des juges et non pas des magistrats de parquet. Ça, c'est clair. Vous l'avez dit, mais en citant le cas, en parlant de ce juge, de ce magistrat de Bouaké, vous parliez des éléments d'atteinte à l'autorité des juges. Et vous citez le cas d'un magistrat du parquet. C'est une confusion regrettable. Là, ça, c'est de là, il y a une confusion. Je n'ai jamais dit ça. Je peux revenir là-dessus, mais ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je connais la différence entre les deux types de magistrats. Je peux revenir là-dessus. Nous sommes bien suivis, et vous avez... L'autre élément, je ne sais pas d'où vous tirez ma qualité d'expert indépendant. J'arrive. Non, la qualité d'expert indépendant, nous allons revenir là-dessus. Parlons de... Je vais juste, nous allons revenir là-dessus. J'étais là en tant que représentant légal des victimes. S'il vous plaît. La troisième chose, en tant que représentant légal des victimes. La troisième chose, concernant les infrastructures... Autant je l'ai arrêté, je préfère que vous laissiez tomber. Concernant les infrastructures judiciaires, la situation ne date pas d'aujourd'hui. La précarité des infrastructures judiciaires, la situation ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez parlé de la location, de l'installation. Oui, mais voilà, excusez-moi. La situation ne date pas d'aujourd'hui et j'en arrive. Vous savez, l'état dans lequel nous sommes arrivés au pouvoir en 2010. Ah, c'était quel état? Une justice sinistrée. Après la prise de pouvoir, il fallait restaurer l'ensemble des juridictions au niveau du pays. Refaire fonctionner le tribunal de Korogo, de Bouaké, nos différentes cours d'appel, où la justice pendant 10 années a été sinistrée. Mais oui, mais la priorité, j'allais dire, a été donnée à la restauration de l'institution judiciaire et de l'institution pénitentiaire. Et vous vous souviendrez, il n'y a pas si longtemps, 2 ou 3 semaines, la pose de la première pierre de la cité judiciaire à Yamoussoukro pour donner à l'institution judiciaire les infrastructures qu'elle mérite. Des actions sont menées, il faut l'admettre. Vous aurez le temps tout à l'heure, monsieur le ministre, de parler des réformes. Bon, moi je constate que le débat... Oui, monsieur Isaac, justement, je revenais à vous. Voilà, indépendance des juges. Vous dirigez une structure... je veux parler des victimes. Vous avez eu plusieurs fois des confrontations avec les juges, vous n'avez pas été satisfait. Qu'est-ce qui a posé véritablement problème avec les magistrats? C'est vrai que monsieur le directeur disait tout à l'heure que le titre est provocateur. Moi, je dis que le titre est justifié.
parce qu'il faut absolument faire un procès à la justice. Il faut que la justice ivoirienne divorce avec les hommes politiques, le RD, le PDCI et le FPI. Nous sentons qu'à chaque fois qu'il y a un régime, la justice ivoirienne s'allie au régime en place pour mener des actions au détriment des populations, au détriment des droits fondamentaux des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Effectivement, la justice ivoirienne n'est pas du tout indépendante. Je vais vous prendre depuis Houphouët-Boigny. Vous vous rappelez de la descente des militaires dans la cité universitaire de Yopougon. Il y a eu une commission nationale d'enquête qui a conclu que Guéhi Robé avait commis des actes d'atteinte grave aux droits de l'homme. Mais Houphouët-Boigny a dit, c'est mon propre couteau, je ne peux pas, n'est-ce pas, le jeter, je préfère qu'on laisse tomber l'affaire. Mais cette situation, c'est grave. Ça a radicalisé les étudiants. Ensuite, dans la même période, Laurent Gbagbo qui organise une manifestation qui automatiquement est arrêté avec son épouse et jugé. Non seulement il y a injustice, et ensuite, lors de M. Zoro Bibalo a parlé de l'affaire du Chanel de Yopougon. Mais c'est la justice ivoirienne qui est à la base de ces violences. Vous comprenez qu'un magistrat qui, n'est-ce pas, lorsque des candidats ont présenté leurs candidatures aux élections présidentielles, mais il y a eu près de 14 candidatures rejetées et on retient la candidature de Guéhi Robert qui venait tout juste de perpétrer un coup d'État. Et tout le monde savait, on retient aussi la candidature de Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, qui, on le sait, qui est légalement marié à Simone Gbagbo, mais qui avait une maîtresse à côté. Ce sont des faits infractionnels graves qui ne pouvaient pas permettre à Laurent Gbagbo d'être candidat. Mais pour la maîtresse? Oui, je viens. Allez-y pour les exemples. On rejette la candidature de certaines personnes sur la base de, je ne sais pas, donc vous croyez que la justice ivoirienne n'est pas indépendante? C'est une injustice qui a été créée, qui est à l'origine même des regains de violence, des violences successives, c'est ça? Successives en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui doit s'arrêter pour le bien-être des populations ivoiriennes. C'est vrai, le RDA aussi n'est pas un exemple à la matière. Vous vous rappelez, ça tombe bien, monsieur le député avait voté une loi d'amnistie en 2003 qui n'a pas permis aux victimes du Chanel de Yopougon d'obtenir justice, aux 60 familles des gendarmes de Boaké d'obtenir justice. Mais paradoxalement, dans ces lots de faits infractionnels, on soustrait le cas Guéhi Robert et on juge. Parce que le président Ouattara, lors de sa campagne, avait fait une promesse que si j'accédais au pouvoir, j'allais faire la lumière sur l'affaire Guéhi Robert. Donc ces faits confortent notre position pour dire que la justice ivoirienne n'est pas indépendante. Alors moi, je vais vous poser la question à vous tous. Est-ce que l'État lui-même respecte la loi? Je vous donne deux dossiers, par exemple, ont suscité vraiment le moi dans ce pays. Les affaires Sophia, Agribusiness, à notre connaissance, personne n'a porté plainte. Et pourtant, on a vu l'État s'agiter des vagues d'arrestation, et puis après, comme si la justice voulait offrir des victimes au peuple. La parole est libre. Il faut éviter d'entrer dans les lieux communs, dire la justice n'est pas indépendante. Il faut éviter d'entrer dans les lieux. Non, moi je le demande. Répondez à ma question, c'est pas grave, c'est son opinion. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Est-ce que l'État respecte la loi? L'État lui-même. Est-ce que l'État respecte la loi? Je vais donner juste un exemple. J'ai donné deux exemples. D'un médecin, oui, j'arrive. J'arrive, un médecin, à la présidence de la République, à la faveur de l'accession du président de la République au pouvoir, par une ordonnance, il se sent lésé dans ses droits. Présidence de la République, il attaque la décision du président de la République devant des juges, qui se sont saisis, qui ont vidé leur décision et qui ont condamné l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire fait appel. L'État de Côte d'Ivoire, la décision est confirmée en appel, est confirmée en cassation. Et l'État a dû se plier et payer.
Nous sommes dans un état de droit. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a plusieurs exemples où l'État, vous savez, récemment, au dernier Conseil des ministres, l'agence judiciaire du Trésor a été renforcée justement pour faire face à ces situations où l'État a sa responsabilité engagée, où l'État, notre État, assume sa responsabilité. Et ces juges sont là. La juge qui a condamné l'État dans l'affaire de cet médecin. Non, allez-y, je m'étais permis le même lapsus. J'avais dit le juge qui a condamné... Allez-y. Je parle du premier instance. Oui, allez-y, ça arrive au juriste de dire le juge quand c'est le magistrat. Allez-y. Je parle... Vous me laissez intervenir, s'il vous plaît. Absolument, je vous en prie, vous avez la parole. Merci d'être courtois. Je vous en prie, je suis toujours... C'est de bonnes gars. Donc la juge qui a prononcé cette décision en première instance, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. L'État a reconnu sa responsabilité et l'État a payé. Il nous arrive d'être dans des situations de dossiers fortement médiatisés, et là, on est en face de deux valeurs. Justement. On est en face de deux valeurs. Il y a toute l'opinion qu'on veut ameuter, et lorsqu'on amène en général l'opinion de cette façon-là, c'est exploiter l'ignorance et la méconnaissance des procédures judiciaires pour dire que la justice est manipulée, la justice est ci et ça. Alors il faut faire très attention, parce qu'on est entre deux valeurs, liberté d'opinion, d'information, et en même temps, les juges qui sont acculés, l'institution judiciaire qui est acculée, obéit à des règles particulières, le secret de l'instruction, le secret des délibérés, mais également le droit, l'obligation de réserve, qui fait qu'en général, le juge, les magistrats ont du mal à expliquer les subtilités des procédures judiciaires. Nous revenons là-dessus encore, c'est une question de connaissance du droit, de connaissance des procédures, mais il faut sortir des lieux communs, disons, la justice n'est pas indépendante. Notre justice fonctionne bel et bien. Et les procès ont lieu tous les jours. Allons vite, parce que le temps court. Hein. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui ai la parole. Attendez, c'est mon tour de parole. C'est mon tour de parole. Non. Voilà, vous êtes le président. Attendez. Oui, allez-y. Moi, je vais donner des exemples bien concrets qui fondent notre opinion, qui nous amènent à dire que la justice ivoirienne n'est pas indépendante. Je reviens à vous. Merci beaucoup, monsieur. J'ai cité deux exemples. Oui, Est-ce que l'État même respecte la loi? Avant même de répondre à votre question, je vais vous donner une chose. C'est que, prenons le cas de notre ancien collègue, M. Kba. Lorsqu'il avait été suspendu par un arrêté de Mme le ministre délégué à l'époque, il a tenté la décision devant la Chambre administrative. Et la Chambre administrative a tiré les conséquences de l'irrégularité pour annuler la décision du ministre. Est-ce que vous voyez? M. Kba est venu reprendre simplement ses fonctions jusqu'à ce qu'il commette encore d'autres faits. C'est cet exemple que je voulais donner. Mais avant de répondre encore à votre question, je vais vous dire une chose. C'est une image cette fois-ci. Je constate, à la lumière des déclarations qui sont faites par-ci par-là, que la justice de Côte d'Ivoire est une belle jeune fille que, de peur que son propriétaire ne se l'approprie, refuse d'habiller correctement. C'est en fait cela. Il est souhaitable que ceux qui sont là, malgré leur casquette politique, qu'ils essaient de voir la réalité en face. J'occupe une direction qui est l'une des portes d'entrée de la justice en Côte d'Ivoire, l'une des portes de fonctionnement de la justice, l'une des portes de sortie de la justice. Donc, vous voyez, nous collaborons avec l'extérieur. La vision que ceux qui sont là parlent, disons, exposent du point de vue de la justice, n'est pas la vision de l'extérieur. Oui, tout simplement. J'ai entendu des Européens, et non des experts, dire « Mais monsieur, vous n'avez pas à vous en faire. Vous avez une justice. » Croyez-moi. Et pas plus tard qu'il y a... Je peux vous donner deux exemples, je n'ai pas cité de pays. Des pays viennent nous voir pour que nous, on leur explique comment nous avons fait pour hisser le niveau de la justice de Côte d'Ivoire à ce niveau. Ils sont ébahis. Des responsables de pays étrangers, des ministres. J'en ai reçu, j'ai donné un certain nombre d'éléments pouvant leur permettre
de redresser leur appareil judiciaire. Il n'y a pas encore longtemps. Terminer. Oui, je vais terminer rapidement. Non, je vous ai posé une question. Oui, je vais répondre à votre rapidement, question. parce qu'on va passer à un élément avant que ne réagisse. L'État respecte. Oui. L'État a un devoir. Quand il faut arrêter des gens Non, ce n'est pas comme ça. Oui, les affaires auxquelles vous faites allusion ont toujours donné lieu à des procédures. Mais seulement, comme nous ne faisons pas comme les autres, on ne vient pas à la télévision. On ne va pas dans les journaux pour dire voici les décisions qui ont été rendues en telle matière. Il y a des arrestations. À quoi ça aboutit? Mais on ne publie pas les décisions. Donc aujourd'hui, quand vous arrêtez nous avons décidé, que vous découvrez que voilà, ces personnes sont innocentes, vous engagez une procédure, quand vous engagez une procédure, il y a deux possibilités. Ou bien la procédure aboutit, ou bien elle n'aboutit pas. Donc, si la procédure aboutit, le juge d'instruction qui est saisi renvoie la personne devant la juridiction du jugement. Mais lorsque l'enquête aboutit, malheureusement, à un non-lieu, entre griffes, malheureusement, alors le juge dit n'y avoir lieu à suivre contre telle personne. Mais le juge n'a pas à faire de publicité. Voilà. Mais vous verrez, dans les jours à venir, c'est que toutes les décisions, le ministère de la Justice, le garde a décidé de faire publier toutes les décisions rendues par toutes les juridictions. Comme ça, ça va éviter les commentaires, les supputations dans les passées devant le juge, on puisse avoir les décisions qui sont rendues. Et puis bon, c'est tout. Alors, je vous propose de suivre. À l'endroit on va revenir tout à l'heure. À l'endroit des victimes, est-ce que M. Diaby peut nous dire quelle est la victime qui a comparu devant la juridiction de jugement et qui n'a pas été reçue par le tribunal? Est-ce qu'il peut citer un seul exemple pour dire non, devant la juridiction de jugement, telle personne a été déboutée, alors qu'en réalité, elle ne devrait pas être déboutée? D'accord. Mais un seul exemple. Vous retenez cela, ne vous inquiétez pas, l'élément qui vient, c'est juste pour aérer, pour vous calmer un peu. Alors, je vous propose de suivre le reportage d'Éric Goré en rapport avec la lenteur des procédures. Un justiciable court après une décision judiciaire depuis 29 ans. Il estime qu'il a été exproprié et la justice le convoque presque tout le temps à fournir des preuves, ce qu'il fait, mais l'affaire reste sans suite. Un souci? Voilà, je crois qu'il y a un souci. Vous avez voulu... Quand vous êtes prêt, vous me faites signe la réalisation. Non, j'ai salué d'entrée que depuis le changement majeur survenu à la tête du pays en 2010, et en la matière, en ce qui nous concerne, pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, une justice a été mise en place. Qu'il y avait des efforts à faire. Mais je constate, à partir des faits, que la justice n'est pas indépendante en Côte d'Ivoire. D'accord. Un dernier exemple. Allez-y. Je ne peux pas comprendre, moi, le citoyen lambda, qu'à l'issue des élections présidentielles de 2010, qu'un magistrat investit, le même magistrat investit deux présidents. Laurent Gbagbo d'abord, parce que le rapport de force lui était favorable, et que par la suite, quand le rapport de force a changé de camp, le même magistrat investit Ouattara. D'accord. Donc moi, le citoyen lambda, je ne peux pas comprendre ça. On va suivre l'élément en question. Koula DCA Jaka est un ex-industriel. À 80 ans révolus, cet ancien propriétaire d'une scierie de Yopougon est aujourd'hui dans la misère totale. Retranché dans un vieil appartement, il vit sans eau courante ni électricité et pourtant il revendique une centaine de terrains à Abidjan. Ces terrains ont été selon lui confisqués par les collectivités dans les années 80 après avoir refusé de rejoindre une formation politique. Des terrains qui sont aujourd'hui exploités par des entreprises privées. Toutes ces démarches devant la justice depuis 1989 sont restées vaines en dépit des preuves qu'il dispose comme étant propriétaire de ces 10 terrains. Révolté, il accuse les magistrats de Côte d'Ivoire de ne pas dire le droit. Je peux compter une centaine de terrains comme propriété. J'ai payé ces terrains. Je suis dans la misère parce que j'ai refusé de composer avec les partis politiques. Je demande au juge de dire le droit. Uniquement le droit. Parce que j'estime qu'un magistrat, il est devenu magistrat par vocation.
Vous comprenez? Et comme il est devenu magistrat par vocation, il ne peut pas contourner le droit et les lois. Il n'a qu'à dire le droit et les lois. Il nous conduit sur l'espace Figayo, un terrain qui lui appartient, selon ses dires. Cet espace est aujourd'hui géré par la mairie de Yopougon. Figayo est du faux. Si je n'ai pas de papier, je ne peux pas dire que je suis propriétaire foncier légal. J'ai les papiers, y compris l'accord conventionnel que Oufoué m'a accordé. Qu'est-ce qui fait le blocage pour que, depuis 29 ans, M. Koulad Sea Jacquard ne peut rentrer en possession de ce terrain? A-t-il des preuves suffisantes? Toutes ces questions s'adressent aux juridictions compétentes. Et avant que vous ne répondiez, je vais poser la question à vous tous. Commencez, puis après vous. Voilà, il s'agit ici de quelqu'un pour qui on n'a pas encore rendu de décision. Le problème, a-t-il tort ou pas? C'est pas ça qui est. Mais pourquoi depuis 29 ans il poursuit une affaire et puis bon, ça n'a pas encore été tranché? Allez-y, c'était bien. Bon, je réponds oui, à ça, rapidement, voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit rapidement. Moi, je pense que peut-être que les ONG ivoiriennes qui sont dans la vulgarisation du droit n'en font pas suffisamment, certainement. Parce que là, manifestement, je suis persuadé qu'il n'a pas frappé à la porte qu'il fallait. Je pense qu'il n'a pas frappé à la porte qu'il fallait. Si pendant tout ce temps, il n'a pas 29 ans, j'ai presque envie de dire, c'est presque le temps d'une vie. Si pendant tout ce temps, il n'a pas eu gain de cause, ça me tonnerait vraiment qu'il ait un titre de propriété, vraiment un titre de propriété, et qu'on le spolie de ses biens. Vraiment, ça me tonnerait. Je pense, pour ma part, et je pense que ça interpelle les ONG, je pense que les ONG peuvent aller le voir. Moi, je conseillerais qu'ils se rendent à la Commission nationale des droits de l'homme, tranquillement. Ils sont là-bas, ils sont extrêmement disponibles, il y a des hommes compétents là-bas. Et puis, il peut expliquer son cas. Je suis persuadé que quelque part, il n'a pas frappé à la bonne porte, ou alors, il n'a pas de titre de propriété. S'il invoque un accord conventionnel, je crois que c'est comme ça que j'ai dû comprendre, entre lui et puis le président Houphouët-Boigny à l'époque, ce n'est pas un titre de propriété, un accord conventionnel. Je ne crois pas que ça puisse lui donner un titre de propriété. Et s'il n'a pas un titre de propriété, vous savez, les terrains, on dit chez nous les juristes, les biens et vacances sans maître appartiennent à l'État. Donc évidemment, si le terrain est là à Yopougon et que personne n'a un titre de propriété là-dessus, c'est l'autorité qui est à Yopougon, l'autorité administrative politique qui le gère. Et je suis persuadé que s'il prouve qu'il a des papiers, après autant de temps, il trouvera suffisamment de personnes pour l'aider, pour amplifier sa voix et faire en sorte qu'il puisse avoir son droit. Donc c'est à lui de se renseigner, de se rendre auprès des institutions. Là, je pense que la Commission nationale, j'ai été commission des droits de l'homme, et je pense que l'actuelle Commission des droits de l'homme fait un travail remarquable. S'il se rend, il sera bien indiqué, il sera bien conseillé, et il pourra peut-être frapper à la bonne porte. Je suis persuadé que depuis 29 ans, il ne fera pas la bonne porte. Alors rapidement, allons-y. On n'a plus assez de temps, je vous préviens. Après, ne dites pas que je vous ai... Allons-y rapidement. Oui. Allez-y. Non, réponds. Voilà. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Quand j'entends les gens du RDR dire qu'à Korogo, il n'y avait pas de justice, les bâtiments, mais enfin, bon sang. Ce sont vos gars qui étaient là-bas depuis 2002. C'est eux qui ont tout détruit. Vous n'allez quand même pas nous reprocher. On n'était pas à Bouaké. Non. Oui, non, monsieur Atebi, attendez. Je le dis, il faut quand même que je réponde. Le problème n'est pas là. Non, le problème n'est pas là. Vrai ou faux, il y avait justice. Comment? Est-ce qu'il y avait absolument. La justice. Est-ce que c'était pas détruit? Ça a été détruit, mais pas eux. Non, mais peu importe. Mais c'est de ça que lui parle. Ah ouais, mais non, c'est pas nous. Bon, voilà. Maintenant, deuxièmement. Il n'a pas accusé le régime. S'il vous plaît. Bon, allons-y. Vous avez posé une question essentielle. Est-ce que l'État respecte le droit? Oui. Oui. Et l'État. Non. C'est un principe. C'est l'État de droit qui respecte le droit. Mais quand l'État n'est pas de droit, ben, il ne respecte pas le droit. Ben là, le problème, c'est de savoir est-ce que nous sommes un État de droit? Non, moi, j'ai dit nous ne sommes pas un État de droit. Pour l'instant, les tests, la pratique, ce qui se passe, fait que l'état de droit est gravement attaqué et que des militants des droits de l'homme le disent. Bon, chacun a sa conscience, hein, parce que le est militant des droits de l'homme aussi. Il a quand même été membre fondateur du MIDH et il est militant des droits de l'homme. Ce n'est pas vrai. Moi, je vais vous prendre un cas pour m'arrêter là, pour laisser continuer. Oui. Le 25 janvier 2012, le président Alassane Ouattara déclarait « Il n'y aura aucune discrimination, aucun favoritisme, pas d'acharnement non plus à l'égard de qui que ce soit. Le drame de ce pays a été l'impunité. Je veux y mettre fin. C'est par une justice équitable que nous y parviendrons. » Alassane Ouattara.
vous êtes convaincu, dans ce pays où on est là, dans cette Côte d'Ivoire-là, dites-moi un seul responsable de votre camp, des forces nouvelles, de vos ex-militaires ou comme tout ça, qui a été l'objet d'une procédure judiciaire. Un seul. Moi, je vous dis que dans la nuit du 18 au 19 septembre, Gbagbo Laurent était en Italie. Il y a eu plus de 300 morts en une seule journée. Cette attaque a été revendiquée par un mouvement qu'on appelle le MPCI. Dites-moi qu'il y a eu, tel jour, il y a eu un procès. Avant que vous continuiez, dites-moi, est-ce que, c'est de l'impunité et c'est attentatoire à l'état de droit. Toujours dans la même veine, est-ce que vous avez porté plainte contre X, Y Il y a eu une ribambelle de plaintes, mais même mieux que ça. Ils sont là, ils vont dire, le procureur de la République, il peut s'auto-saisir. D'accord. Vous comprenez? Et puis, il y a une volonté politique. On peut dire ce qu'on veut à un débat, mais c'est un pays qui souffre. Et nous sommes tous... Moi, M. Daniel Gourou est un de nos plus grands magistrats. C'est difficile même de trouver des juristes dans ce pays qui n'ont pas été soit un peu dans ces cours de procédure pénale et tout ça. Je sais à qui je parle. Je sais à qui je parle. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on se libère et qu'on soit des gens qui n'ont de compte à rendre qu'à leur conscience, à Dieu et à la loi. Il y a de l'impunité dans ce pays en faveur des acteurs quand ils sont du camp présidentiel. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Amnesty International a même écrit qu'avec les crimes en Côte d'Ivoire, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est un rapport. C'est un rapport publié dans le monde entier. Alors quand vous dites que les gens viennent du monde entier pour vous dire que vous êtes très fort, que la justice ivoirienne est la meilleure, vraiment, c'est super. Attendez, moi, la justice, il y a de très bons magistrats. Je viens. Et moi, je les connais, de très bons magistrats. Et je dis que les magistrats ivoiriens sont le martyr, souffrent le martyr sous ce régime-là. Maintenant, si quelques-uns sont à l'aise, gloire à Dieu. Mais je puis vous dire que l'impunité qui règne, qui est cautionnée par le chef de l'État, l'impunité qui perdure est la preuve que nous ne sommes pas un État de droit. Oui, mais M. Atebi, excusez-moi, quand vous dites l'impunité est cautionnée par le chef de l'État, est-ce que c'est le chef de l'État, il est magistrat, il est juge d'instruction ou bien il est même mieux que ça. Il est le garant. Oui, mais est-ce que c'est lui qui rend les décisions de justice? Non, c'est pas lui qui rend. Mais c'est lui qui vous l'accusez? Mais je vous dis pourquoi. Pour une raison toute simple. Non, mais attendez, vous n'êtes pas juriste. Sans prendre de position, oui, mais je veux comprendre. Oui, je vous dis. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. Oui, je veux comprendre. Vous savez, l'État là, oui. c'est pas un être humain, il a des organes. Oui, bien sûr. Et ce sont les organes qui agissent. Au titre des organes de l'État, il y a la présidence de la République, il y a l'Assemblée nationale, il y a la justice, il y a tous ces organes-là. Tous ces organes-là sont sous l'autorité, enfin, dans la séparation des pouvoirs, dans le régime de séparation des pouvoirs qui est censé être le nôtre, ces pouvoirs sont séparés. En même temps qu'ils sont séparés, le président de la République, il est le garant de l'indépendance de la magistrature. Alors, dites-moi, M. Atebi, avant que vous ne continuiez, alors vous seriez, vous, juriste, d'accord que face à une affaire, le président de la République prenne son téléphone et puis il appelle le juge de écoute, laissez tomber, c'est ça? Non, ne vous trompez pas. Il n'appellera jamais. Non, mais je vous dis, vous vous trompez parce qu'on n'est pas juriste. Il n'appellera jamais le juge d'instruction. Mais bien sûr, je sais. Voilà. Il dira, il peut appeler le ministre de la Justice. Non, peut-être, oui, et puis le procureur. Le procureur est dans son rôle. Est-ce que le procureur peut dicter la loi à un juge? Non. Monsieur Dayogo, dites-moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se fait? Lorsque le procureur de la République saisit le juge d'instruction, dès qu'il confie le dossier au juge d'instruction, le procureur, il est dessaisi. Il peut tout au plus participer à l'instruction. C'est-à-dire qu'il dit au juge, chaque fois que vous voulez poser un adresse dans cette procédure, vous m'informez, je viendrai ou bien je me ferai représenter pour suivre et faire poser des questions. Le procureur, à ce temps, n'a même plus le droit de poser directement une question à une personne qui est sujet à être entendue par le juge d'instruction. Il est obligé de passer par le procureur et le juge d'instruction pour faire poser sa question. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, oui, attendez, monsieur Atebi, je vais vous dire une chose. Au temps du président Houphouët-Boigny, ceux qui étaient dans l'opposition disaient que les juges étaient à la solde du pouvoir. Au temps du président Henri Konan Bédié, c'était la même chose. Au temps du président Gbagbo, c'était la même chose. Au temps actuellement, lui, il fait la même chose. Oui, mais en fait, j'allais en venir. Vous savez pourquoi je suis intervenu? C'est parce que, excusez-moi, l'impression qu'on a, c'est que sous chaque régime, on a le sentiment que la justice rend le droit
pour ce régime. Donc, oui, bien sûr. Mais il y a des faits. Vous voulez que je vous cite des cas? Je suis très heureux. Sous Feu-Boyen, logement, sous Henri Konan Bédié, l'affaire Nasra, sous Laurent Gbagbo, déchets toxiques, ceci, cela. Sous l'actuel régime. Attendez. Il y a eu des procès, je veux dire, il y a eu des condamnations. chaque régime a son scandale et on trouve que la justice fait toujours, rend toujours la décision pour le pouvoir en place. Mais il s'agit d'une véritable manipulation, finalement. Monsieur Angwa, je voulais intervenir. Je suis heureux aujourd'hui que M. Atebi, député... Allons-y rapidement, allez-y droit au but. Parle aujourd'hui de justice. Ça veut dire qu'il y a... Vous parlez aujourd'hui de justice. Ça veut dire qu'il y a eu un changement en Côte d'Ivoire. Quand il était aux affaires, Kamara H n'avait pas droit à la justice. Guy André Clifford n'avait pas droit à la justice. Hein? Et le journaliste de RFI qui a été assassiné n'avait pas droit à la justice. Enfin, il a été condamné à 20 ans. Non, je viens. De quoi vous parlez? Quand vous étiez aux affaires, sur la base de préjugés. Non, je viens. Sur la base de préjugés. Non, sur la base de préjugés, des personnes étaient assassinées. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Non, c'est maintenant que vous parlez de justice, n'est-ce pas? Non, je viens. Moi, je ne voudrais pas... Ce que je voudrais vous dire ici, excusez-moi, ce que je voudrais vous dire à chaque moment... De quel droit, quand vous étiez député, vous avez voté la loi d'amnistie? Est-ce que vous avez consulté les victimes du charnier de Yopougon? Vous avez consulté les familles des 60 gendarmes de Boaké? On a même dit que j'ai cru entendre que c'était même le charnier, c'était un montage. Oui, vous êtes l'une des victimes. Ils ont dit ici, l'une des trois victimes du charnier. Oui, sur le régime Laurent Gbagbo que le charnier était un montage. Mais c'est grave. Aujourd'hui, vous parlez de justice. Donc tu ne peux pas parler de justice. Non, je voudrais que vous compreniez. S'il vous plaît, monsieur Isiaka. Nous, les victimes de 2002, attendez. Vous nous avez... Non, je viens, monsieur Angwa. Parce qu'il y a un certain nombre de choses. Je comprends votre émotion. Je comprends votre émotion, mais ce que je voudrais dire, s'il vous plaît, les Ivoiriens veulent savoir ce que représente véritablement leur justice. Absolument. C'est pour cela que si vous avez remarqué, je n'ai pas voulu personnaliser les choses. Quand je dis personnaliser, tel parti, parce que sous tous les régimes, il y a eu des choses. Donc, vraiment de grâce, apportons des éclairages aux téléspectateurs. Je vous en prie, laissez les querelles politiques, politiciennes. Est-ce que je peux vous aider? Je viens. Monsieur Angwa, nous sommes tout à fait d'accord. Rapidement, je vous en prie. Il est presque l'heure. On va passer. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut sortir des postures politiciennes. Je vous en prie. Et nous avons suivi. Pour une fois, soyons d'accord, nous tous sur quelque chose. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cet élément sur ce soi-disant propriétaire qui s'est senti spolié. Et j'étais très heureux d'entendre M. Atebi dire « Ce n'est pas possible que cette affaire ait duré plus de 20 ans, parce que si ce monsieur était dans ses droits, s'il avait tous ces titres de propriété, il a été clair, le droit serait en sa faveur, justice lui aurait été rendue. » Il a dit, ça veut dire que notre institution judiciaire fonctionne, sauf lorsqu'on veut entrer dans des jeux de manipulation de l'opinion politique. Et je crois également que par rapport à votre élément, il aurait été intéressant d'entendre la direction de la conservation foncière, du ministère de la Construction. Ça aurait été un élément assez... C'est pour cela que je vous ai bien dit, moi, je ne m'intéressais pas au contenu, mais la lenteur de la procédure, au moins qu'on tranche, qu'on dise qu'il a tort ou bien il n'a pas tort. Cela aurait été un élément assez équilibré. Ok, je suis d'avis avec vous qui n'avez pas voulu entrer dans les éléments. Maintenant, en ce qui concerne les lenteurs de procédure, bon, c'est excessif, les 29 ans. C'est excessif certainement, mais après, nous ne connaissons pas le fond de l'affaire pour savoir s'il a frappé à la bonne porte ou à la mauvaise porte. Mais la longueur des procédures, la durée des procès dépend en général de la complexité de l'affaire. Nous avons un certain nombre d'affaires. Nous avons les affaires pénales particulièrement complexes au niveau de la Cour pénale internationale, dont la durée moyenne est de 5 ans. Aujourd'hui, depuis son fonctionnement en 2002 jusqu'à maintenant, nous avons noté que la durée moyenne de ces affaires est de 5 ans. Donc, il y a des dossiers assez complexes, mais je peux vous assurer, peut-être que le directeur des affaires civiles et pénales reviendra là-dessus, des réformes sont faites. On va parler des réformes tout à l'heure. Donc, laissez-moi un peu de temps, on va parler des réformes tout à l'heure. Oui, allez-y rapidement sur ce point, la lenteur de procédure. Sur l'élément, je voudrais dire que j'ai présidé la chambre immobilière
en tant que vice-président du tribunal d'Abidjan pendant à peu près 6 ans. Et cette affaire ne me dit pas quoi que ce soit. Ça veut dire qu'elle avait déjà dépassé le stade du tribunal de première instance. Sinon, je me serais prononcé là-dessus. Et les documents qu'il a brandis, j'ai vu la cour d'appel. Oui. Voilà. Donc, quand on voit la cour d'appel, ça veut dire qu'il a franchi le cap de la première instance. Il s'est retrouvé au niveau de la cour d'appel. Et je suis convaincu que cette affaire est... Enfin, convaincu, je n'ai pas de document, donc c'est difficile. Je pense que cette affaire est déjà arrivée au niveau de la Cour suprême. Parce que, quelquefois, les gens font des va-et-vient devant les juridictions. Quand une procédure n'a pas marché, on va jusqu'à la Cour suprême, ensuite on revient en première instance, et c'est ça qui fait que beaucoup de procédures durent. Mais vous allez voir, si vous rentrez, vous le touchez, vous lui dites sortez les documents, vous allez voir que le tribunal primaire s'est prononcé, la Cour d'appel s'est prononcée, la Cour suprême s'est prononcée, même plusieurs fois sur la question. 29 ans, je pense, c'est avec certitude que je le dis, même si je n'ai pas les pieds du dossier, que cette affaire a fait le tour de toutes les juridictions enfin, compétentes en la matière. Alors, je crois que vous lui avez montré le chemin des ONG pour... je pense, oui, je pense que ça pourra... Je suis persuadé qu'il n'a pas frappé à la bonne porte. Et je pense que s'il se renseigne bien, bon, avec 29 ans, bon, le délai de conclusion en matière immobilière est beaucoup plus long que ça. C'est 30 ans au moins, c'est 30 ans. Donc, je pense que faut qu'il aille vite parce que bientôt, même s'il veut introduire une action en justice contre quelqu'un, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Alors, vous avez abordé un peu la question de la médiatisation. C'est vrai, tout le monde se plaint de la justice, justiciable, journaliste. J'ai parlé tantôt de manipulation. Dites-moi, cette pression populaire, au relent parfois politique et partisan exercée sur l'institution judiciaire pour créer la confusion et susciter des réactions émotives. Comment vous, magistrats, vous gérez ces situations-là? Non, le magistrat n'a pas de problème. Parce que lorsque vous êtes dans votre office, c'est soit les personnes qui s'invitent devant vous, comme je vous l'ai déjà dit, ou bien le procureur de la République convoque des gens devant vous. Mais la pression va de soi. Parce que la justice, ce que je souhaiterais dire, le plus souvent, il est acquis dans la conscience des gens que la force d'un État, c'est la défense, c'est le ministère de l'économie et des finances. Mais moi, je dis, pas parce que le magistrat que je dis, c'est d'abord la justice. Parce que la stabilité de la société repose sur la justice. Donc, le magistrat, sa pression, c'est par rapport au poids des dossiers qu'il a. Voilà. Mais ce que les gens vont penser, dès que le juge s'est conformé à la loi et a répondu par rapport à sa conscience, il n'a pas de pression inutile à se faire. Parce que nous sommes habitués à une chose. Quand vous rendez une décision qui est favorable à M. Diaby, il applaudit. Vous êtes le meilleur des juges, il va venir vous embrasser. Mais si la décision a été rendue contre M. Atebi, mais il va vous traiter de tous les noms. Et nous sommes habitués à ça. Je vais vous dire une chose. Quelquefois, nous faisons de l'éducation. Quand j'étais vice-président du tribunal d'Abidjan, il y a une dame qui a cité son locataire en expulsion. Mon habitude était que, pour mauvais paiement, pour un père qui n'est pas payé le loyer, qu'on lui donne un délai pour pouvoir s'exécuter. Puis on lui donne 1 mois à l'autre pour pouvoir payer le loyer. La dame me trouve au bureau pour me demander de l'aider. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, bon, madame, il n'y a pas de problème, je suis prêt à vous aider, mais à une seule condition. Elle dit, mais c'est pour ça, elle croit que je lui ai dit, bon, donnez-moi 100 millions et puis je vais vous aider. J'ai dit, je suis prête. J'ai dit, d'accord, allez-y, invitez votre adversaire à venir. Je vais lui poser la question. Si votre adversaire est d'accord que moi je vous aide, tout de suite, je prononce son expulsion, elle me dit, mais monsieur, lui, il ne peut pas accepter ça. Mais je dis, mais madame, je sais. Il dit, c'était juste pour vous faire une leçon. Vous êtes dans mon bureau ici, on est 2. À supposer que votre adversaire soit venu faire des documents au palais de justice, et puis vous voit sortir de mon bureau, comment voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur dise? Vous savez ce qui vient de se passer entre nous, vous savez ce que je vous ai dit. Est-ce que lui, il est là pour savoir? Vous savez ce que la dame m'a dit? Monsieur, j'ai honte. Il dit, mais pourquoi vous avez honte? Il dit, non, j'ai mal fait. Ce que j'ai fait là, je ne devais pas faire ça. Vous voyez, c'est parce que les gens ne savent pas en réalité. Les critiques contre la justice, ça va de soi. Tant qu'il sera question de la liberté de l'individu, ne vous attendez pas qu'on vous applaudisse.
tant qu'il sera question des biens de l'individu, de l'homme, n'attendez pas que ceux qui perdent leur procès applaudissent. Il y en a qui applaudissent, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des bons perdants, mais la plupart du temps, les gens sont mauvais perdants. Alors, et quand les gens se plaignent, quand vous leur dites apportez les preuves, ils disparaissent. Ils disparaissent, nous sommes habitués à cela. Maître Traoré Drissa est vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, et par ailleurs avocat au barreau d'Abidjan. Il fait quelques observations et propositions au micro d'Éric Goré. Depuis plusieurs années, en tout cas les procédures judiciaires sont assez longues. Cela du fait de notre organisation judiciaire aussi, puisqu'il y a un double degré de juridiction, c'est-à-dire que si quelqu'un va au tribunal quand il n'est pas satisfait, il peut aller à la cour d'appel et puis après, il y a la possibilité d'aller en cassation devant la Cour suprême. Les populations peuvent se trouver à des centaines et voire plus même de kilomètres du tribunal, ce qui pose des problèmes d'accessibilité à la juridiction. Et puis également, il y a la question aussi du nombre de magistrats qui n'est pas un nombre suffisant. Mais à côté de cela également, il faut indiquer aussi que les avocats, malheureusement aussi, ne se retrouvent pas sur l'ensemble du territoire national. La question du coût des procédures, parce que certaines populations n'ont pas la possibilité d'aller en juridiction, devant la juridiction, parce qu'ils doivent payer de l'argent pour avoir accès. La première des solutions, c'est de construire d'autres juridictions. Sur le papier, il y a des juridictions qui existent dans beaucoup d'autres villes, comme Ferkessédougou par exemple, mais qui n'est pas encore ouvert. Ces juridictions-là, pour moi, doivent être ouvertes. L'autre également, c'est également les cours d'appel qui existent sur papier, comme la cour d'appel d'Abangourou et la cour d'appel de Korogo, par exemple, qu'il faut pouvoir mettre en place. Et il faut ouvrir d'autres juridictions pour rapprocher les populations des juridictions. Parce qu'il faut indiquer que quand on parle de justice, on a toujours l'impression que c'est la question de problème lorsqu'on a un litige. Mais également, il y a les questions de certificat de nationalité, les questions de casier judiciaire. L'autre élément également, c'est de travailler au renforcement des capacités opérationnelles de nos magistrats pour que les délais des procédures puissent être raccourcis au maximum. Il faut nécessairement des campagnes d'explication, de sensibilisation avec les populations pour qu'elles aient accès à la justice et surtout comprennent le langage judiciaire pour que les décisions de justice puissent être expliquées aux populations. Parce que deux fois, on reproche à la justice d'avoir un langage rébarbatif, d'avoir des mots que le commun des mortels ne comprend pas. Si l'ensemble de ces quelques solutions sont mises en place, la justice peut redonner confiance aux populations, parce que ce qui est important et le rôle de la justice, c'est un rôle de renforcement de cohésion sociale. C'est-à-dire, lorsque la justice rend une décision, il faut que tout le monde puisse accepter, mais pour que les gens acceptent, pour que les personnes puissent comprendre. Chatebi, qu'est-ce qui peut donner une qualité à la justice, à notre justice? D'abord, l'environnement institutionnel. Voilà. Moi, je pense qu'il faut revenir, il faut réinstaurer, et puis il faut qu'il soit renforcé le principe de l'inamovibilité des juges du siège. Et puis, il y a autre chose. Je crois qu'à l'occasion de cette émission, j'ai cherché un peu, je crois qu'on a environ 700 magistrats dans notre pays, ce qui est assez peu. Parce qu'en même temps qu'on est il faut saluer, mais je pense que c'était avant, hein. Ça n'a rien à voir avec le régime actuel. Hein. Oui, avant, il faut saluer, oui, bien sûr, le tribunal de commerce, je crois que c'était bien avant. Par exemple, le tribunal de commerce, ils font un travail formidable. Celui qui en était le président, qui a été affecté à la cour d'appel de commerce, c'est ça, et qui est un très grand magistrat, qui est un homme extrêmement intègre et rigoureux. Je peux connaître le président qu'au moins. Nos magistrats sont des magistrats, enfin, pas tous, ils sont des magistrats brillants, compétents, et c'est même eux qui se plaignent de l'institution judiciaire. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord cette réforme de fond. Au FPI, nous travaillons là-dessus. Comment renforcer l'indépendance de la justice? Première chose. Deuxièmement, les moyens viennent, mais vous savez, même les moyens, finalement, ce n'est pas que c'est dérisoire, mais c'est pas ce qui est déterminant. Là, il a dit quelque chose avec lequel je ne suis pas très d'accord, mais qui traduit une certaine réalité pour dire l'indépendance, c'est d'abord le fait du magistrat. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus les martyriser. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, les magistrats. Ils ont l'obligation de réserve, donc même quand ils souffrent, ils ne peuvent pas se répandre dans la presse comme tout le monde. Ils ont tellement de contraintes que quand ils ont des problèmes, ils sont seuls dans leur coin. Et souvent,
c'est leur autorité de tutelle qui est un peu, ou qui peut être appréciée comme étant leur magistrat. Enfin, j'allais dire leur syndicat en quelque sorte. Mais quand cette autorité de tutelle n'est pas à l'écoute de ses, j'allais dire, des magistrats, de ses confrères, parce que souvent, présentement, c'est des magistrats, évidemment, on a un problème. Ce qu'il faut donc, c'est qu'il faut se rapprocher des standards internationaux du ratio population-magistrat, parce qu'on en est loin, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'en réalité, tout procède. Et c'est combien? Voilà. Oh, bon, là, c'est 10 000. On a un magistrat pour 10 000 personnes. En Côte d'Ivoire? Non, le standard. Et nous? Nous sommes à 33 000. Voilà. C'est beaucoup, oui. J'ai compté les magistrats, effectivement. Ils sont 700. Enfin, j'ai compté, je me suis renseigné. 695. Bon, 695. Ah bon, donc il y a 5 en moins. Peut-être qu'il y a 5 qui ont été radiés, peut-être que c'est ça. Donc, 695 magistrats. Non, parce qu'on m'avait dit 700. Donc, 695 magistrats. On est très loin du ratio. Mais en même temps, c'est aussi fonction des moyens de l'État. Je pense que, on ne va pas faire le procès de ceux qui ont détruit toutes les juridictions, mais il nous faut une vraie réforme de la justice. Et cette réforme-là, il faut que les magistrats s'approprient le désir d'indépendance, en dépit du martyre qui est le leur. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me tonnerait, on est en fin de mandat présidentiel, il faut l'envisager pour l'avenir. Il faut que les magistrats qui étaient de grands défenseurs des droits de l'homme redeviennent des défenseurs des droits de l'homme. Parce que le dernier indicateur que j'ai, et ce n'est pas moi qui l'ai comme indicateur, je vous ai dit que l'ONU estime, dans le rapport que l'ONU a rendu sur la justice ivoirienne, elle estime que le non-respect du principe d'inamovibilité réduit l'indépendance des magistrats. Ça, ce n'est pas moi, c'est l'ONU. Et je suis d'accord avec ça. Je dois dire qu'on oublie qu'à l'heure actuelle, un magistrat ivoirien a même décidé de porter plainte devant l'ONU par rapport à tous les dysfonctionnements et à la caporalisation de la justice ivoirienne. C'est un magistrat, c'est votre collègue, c'est même pas moi. Je continue pour dire enfin qu'on peut échanger, comme on le change présentement, avec des avis contraires, fort heureusement, parce que je pense que c'est le débat qui fait naître la démocratie, enfin, qui fait naître la vérité et qui fait avancer. Regardez combien de débats il y a sur les chaînes de télévision françaises. Quand vous dites que la justice, tout le monde s'en plaint, j'ai presque envie de dire, c'est presque non, parce que dans tous les pays du monde, je ne connais pas des pays où on ne se plaint pas de la justice. Par contre, les pays où le dysfonctionnement est écrit, là, il n'y en a pas beaucoup. Et nous sommes de ces pays-là. Donc, il nous faut cette vraie réforme. Il faut revoir nos tests. Il faut réinstituer l'indépendance des magistrats du siège. Il faut donner plus de moyens au parquet. Et même le commissaire du gouvernement, Romieux, dans la jurisprudence administrative, disait, quand il représentait l'État à un procès, il disait qu'il se considérait plus commissaire de la légalité que du gouvernement, parce qu'il était plus soucieux de faire respecter la légalité. Il faut envisager sérieusement comment peut-on renforcer, peut-être pas d'indépendance au même titre que le magistrat du siège, mais comment peut-on renforcer une forme quand même d'indépendance du parquet pour que le parquet cesse d'être le bras séculier du pouvoir exécutif dans le système judiciaire. Parce que tout part de là. Aujourd'hui, je regrette que des magistrats abdiquent, des cabinets d'instruction abdiquent devant la toute-puissance du procureur de la République et de ses structures, et que toutes leurs réquisitions vont dans le même sens que les réquisitions du parquet pour confirmer ce que le parquet fait. Or, merci. La contradiction entre les deux fait de la vérité. Monsieur le ministre, M. Atebil a dit que dans les réformes, il faut que les magistrats s'approprient. Est-ce que c'est ce qui se passe véritablement? Il y a eu quand même des réformes, hein? Oui, des voix plus autorisées interviendront donc sur la question de l'appropriation des réformes par les magistrats. Mais j'aurais vraiment aimé partager, voir M. Atebi nous partager la vision de son parti qui était au pouvoir il y a très peu de temps. Sur la question de la justice et sur la question de l'indépendance tel qu'il le décrit là. Bon, aujourd'hui, il est dans l'opposition. Je crois qu'il est dans son rôle. Allez-y. Et franchement, les réformes, Monsieur le Président. Franchement, voilà. Nous savons ce que la justice était en son temps. Alors, dire qu'il n'y a pas d'éléments de dossier sur le dysfonctionnement de la justice, je veux dire, c'est un minimum pour un programme de gouvernement. Avant de proposer des solutions, il y a des éléments d'analyse, de diagnostic. Ces supports existent.
des éléments critiques sur ce qui ne va pas au niveau, sur l'ensemble des dysfonctionnements. Quand vous parlez de réinstaurer l'indépendance des magistrats du siège, je préfère qu'on mette l'accent sur le renforcement de leur indépendance. Parce que l'indépendance existe, ne disons pas qu'elle a disparu. Nous l'avons dit tout à l'heure, la question de l'inamovibilité, il y a une exception lorsque les nécessités du service l'exigent. Mais dans la procédure concrète, parce que j'ai été également en fonction, pour chacune des affectations, vous êtes consulté. Votre avis est demandé. Et nous avons des situations de jurisprudence où des juges ont pu être affectés contre leur avis. Bien sûr, ça peut se faire, mais un état de droit, c'est un état où des institutions existent pour réguler les rapports entre le justiciable et l'État. Un juge qui se voit affecté contre son avis, il dispose de voies de recours. Et nous avons de célèbres cas, comme la situation à l'IEO notamment, qui en son temps avait été affecté contre son gré. Il a exercé des voies de recours et il a été rétabli dans ses droits. Bravo. Donc je veux dire, rapidement, les voies de recours existent dans tout pays, dans toute juridiction. Il faut faire jouer ces voies de recours. C'est ça l'état de droit. En termes, nous saluons, il y a un certain nombre de réformes qui sont en cours. Oui, l'une des plus remarquables de notre point de vue, c'est le processus de dématérialisation des procédures judiciaires. Parce que l'un des éléments de dysfonctionnement, c'est le contact que le justiciable peut avoir avec les juges, qu'il s'agisse d'avocats, qu'il s'agisse de requérants civils ou même de plaignants au pénal. C'est donc la dématérialisation des procédures pour éviter le contact. C'est un projet qui a des sites pilotes dans un certain nombre de juridictions. À Dabou, c'est cela. À Dabou notamment et dans d'autres juridictions. À Yopougon également. Aussi. Dématérialisation. C'est dire qu'on a conscience de l'état de la justice actuellement, on a conscience des efforts à faire, et l'effort à faire, c'est à la fois du côté des juges, du côté de tous les acteurs, y compris des acteurs politiques, mais du côté des justiciables et du côté des avocats. L'une des solutions proposées, c'est de dématérialiser pour éviter ce contact-là. C'est une procédure à saluer, parce que notre vision, c'est de renforcer l'état de droit. Et puis on va passer... Oui, rapidement. Oui, pour moi, à commencer par les partis politiques, dans leur entièreté, il faut qu'ils libèrent les magistrats. Il faut que aussi les populations évitent, n'est-ce pas, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, d'essayer de chercher des relations pour... contourner la justice. Voilà, ça donne l'interprétation comme si la justice n'était pas indépendante. Donc, pour la réforme de la justice, pour moi, il faut que la justice aussi communique, se rapproche plus des justiciables, parce que pour certains justiciables, la justice est comme un bois sacré. On l'a démontré au moment des procès. On a envoyé des victimes qui disent que mais je n'ai jamais vu un juge dans les tenues rouges. Et ça les a perturbés. Donc, vous comprenez? Donc, il faut que la justice s'approche plus des populations pour, n'est-ce pas, vulgariser ses actions, pour qu'elles soient bien comprises et mises en apprentissage. Je vous donne une minute rapidement, on a fini, on a épuisé, oui. Voilà, merci beaucoup. C'est un point très important. Et je vous donne un exemple. Lorsque le ministre Aoussou, qui était ministre de la Justice, il m'a dit de venir à ses côtés, il m'avait proposé le poste d'inspecteur général des services judiciaires pénitentiaires. J'ai décliné cela parce que l'inspection ne représente rien à l'époque. C'était absolument rien du tout. Il dit, je n'ai pas l'habitude de croiser mes doigts à ne rien faire dans un bureau, donc je ne peux pas accepter ça, je préfère rester au parquet général près de la Cour suprême. C'est là où on m'a proposé la direction des affaires civiles et pénales. Mais aujourd'hui, l'inspection générale des services judiciaires, c'est un véritable pôle d'excellence. Vous voyez, c'est l'une des premières réformes qui a été mise en œuvre par le garde des Sceaux. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le résultat des juridictions porte cette griffe parce que les juges sont suivis. Ensuite, il a été inscrit en lettres d'or la formation du juge. Parce que c'est ça le problème. Il n'y avait pas de formation continue au niveau des magistrats. C'est un devoir pour tout travailleur. Oui,
pour tout travailleur d'être formé. Donc la formation, le renforcement de la formation des magistrats, ensuite le fonctionnement de la justice, et notamment en termes de matériel. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les juges travaillent vraiment dans des conditions acceptables. À l'époque, moi j'étais obligé, je vous donne rapidement parce qu'on a d'acheter le climatiseur publicitaire pour rendre mon bureau fonctionnel. Moi j'ai eu acheté le climatiseur. Mais aujourd'hui, les juges sont dans des conditions vraiment peut-être pas idéales, mais acceptables. Mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire au niveau de la justice est indispensable pour toute société. Elle a le droit et le devoir de demander des comptes à tous. Vouloir faire de l'opinion publique le juge ultime des décisions de justice est dangereux. Le pouvoir judiciaire est donc appelé à garantir sa propre indépendance. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Nous recevions M. Daniogo Ngolo, magistrat hors hiérarchie, membre de la Cour suprême et directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. M. William Satebi, vice-président du Front populaire ivoirien, chargé du district 2 à Abidjan. Issaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, et M. Zorobi Balo Epiphane, secrétaire national au renforcement des capacités représentant le RDR. En tout cas, merci, messieurs. Bonne suite de programme sur RTI 1.